Au milieu des années 1960, un chercheur en informatique du nom de Joseph Weizenbaum fait une expérience déconcertante. Weizenbaum travaille au MIT, la célèbre université de technologie de la côte est des États-Unis, dans le domaine du Natural Language Processing, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la manière dont les utilisateurs communiquent avec les premiers ordinateurs de l'époque, qui sont des grosses machines, on est dans les années 60, et à la manière dont les ordinateurs interprètent le langage humain. Pour étudier cette question, il crée un petit programme qu'il appelle ELISA, qui imite une conversation entre un psychiatre et son patient. Le programme est vraiment basique. ELISA repère dans les phrases des utilisateurs des mots-clés et déclenche en fonction des réponses préprogrammées. Par exemple, si vous lui dites « je n'en peux plus de ma mère », ELISA vous répondra « parlez-moi de votre famille », parce que le programme a repéré l'usage du mot « mère ». S'il ne repère pas de mots-clés particuliers, il va reformuler votre affirmation en question. Si vous lui dites « les hommes sont tous les mêmes », ELISA vous répondra « pourquoi dites-vous que les hommes sont tous les mêmes ?» On est très loin du niveau de sophistication de ChatGPT, et pourtant, l'expérience va être profondément marquante pour Weizenbaum, car les participants à son expérience vont développer une forme d'attachement au programme. Ils lui demandent de pouvoir continuer à échanger, même une fois que l'expérience est terminée. Certains vont même aller jusqu'à exprimer une forme de dépendance émotionnelle à l'égard du programme. La propre assistante de Weizenbaum, qui est pourtant tout à fait au courant qu'elle échange avec un programme informatique et qui sait très bien comment fonctionne ce programme, passe de longues heures à discuter avec ELISA et en vient à lui confier des choses très personnelles. Weizenbaum est marqué par l'expérience, à tel point que 10 ans plus tard, il publiera un livre sur les dangers de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Ce qui l'inquiète particulièrement, c'est la manière dont un programme informatique peut manipuler le comportement d'un utilisateur sans que celui-ci s'en rende compte et avec une facilité déconcertante. L'expérience d'ELISA, elle est fondatrice pour tout un tas de chercheuses et de chercheurs qui, dans les années 70, 80, 90, vont eux aussi développer des programmes pour chercher à influencer le comportement des utilisateurs. 25 ans plus tard, sur la côte ouest des États-Unis, un jeune doctorant en psychologie sociale, du nom de B.J. Fogg, est lui aussi persuadé que les ordinateurs peuvent influencer les comportements des gens. Il imagine toute une série d'expériences afin d'identifier quels éléments de design, de conception des programmes, est à même d'activer des leviers psychologiques chez les utilisateurs. Après sa thèse, il fonde le Stanford Persuasive Technology Lab, le laboratoire des technologies persuasives, afin d'enseigner aux étudiants de Stanford les résultats de ses recherches. Fogg est persuadé, c'est sa conviction profonde, que les technologies peuvent faire le bien. Lui, il imagine des programmes qui aident les fumeurs à arrêter de fumer, qui poussent les adolescents à manger plus de fruits et légumes, ou qui aident à améliorer la productivité au travail. Mais ce n'est pas tout à fait ça qui va se passer. Au milieu des années 2000, ces cours sont très populaires sur le campus de Stanford, à tel point que Fogg va essayer d'adapter ses préceptes à la nouvelle économie des réseaux sociaux qui émerge à cette époque-là. En 2007, il crée un cours surnommé la Facebook Class et qui deviendra une légende de la Silicon Valley d'après la presse spécialisée. Dans ce cours, Fogg demande à ses étudiants de construire des applications qui seront hébergées sur Facebook, ce que permet de faire le réseau social à l'époque, par exemple des jeux, avec la consigne suivante: utiliser des notions de psychologie comportementale
pour créer les applications qui attireront le plus d'utilisateurs. 10 semaines après le début de l'expérience, les étudiants de Fogg ont créé des applications qui ont réuni 16 millions d'utilisateurs. Et comme ils ont compris qu'ils pouvaient monétiser leurs applications, ils ont au passage amassé un butin de 1 million de dollars de revenus publicitaires. À leur sortie de Stanford, les étudiants de Fogg vont aller grossir les rangs des principales compagnies de la Silicon Valley, comme Uber, Google, Facebook ou Netflix. L'un de ces anciens étudiants fondera une entreprise dont vous avez peut-être entendu parler, Instagram. Un autre publiera la Bible du marketing digital des années 2010, le livre Hooked pour hameçonner, sous-titré « Créer des produits qui façonnent des comportements ». Vous me voyez venir? Alors que Fogg voulait que les gens arrêtent de fumer et mangent plus de fruits et légumes, il a permis à de jeunes ingénieurs aux dents longues de s'inspirer des apports de la psychologie comportementale pour créer les technologies les plus addictives qui n'aient jamais été inventées dans l'histoire. Ils ont associé aux réseaux sociaux des mécanismes de captation de l'attention et de rentabilisation de l'attention, dont le principe est le suivant: chercher à nous faire passer le plus de temps sur les plateformes pour que nous soyons exposés à un maximum de publicité. Par exemple, savez-vous pourquoi sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, les fils d'actualité ne se terminent jamais? Pour permettre la pratique du scroll infini, pour que l'on perde la notion du temps lorsqu'on utilise ces applications et qu'on y passe un maximum de temps. De la même façon, savez-vous pourquoi lorsque vous regardez une vidéo sur YouTube ou Netflix, la vidéo suivante se lance automatiquement? Mais pour nous empêcher de prendre la décision de passer à une autre activité. Lorsque vous discutez avec un ami sur une appli de messagerie, comme Messenger ou WhatsApp, et que votre ami est en train de vous écrire un message, vous voyez 3 petits points rebondir. Le but de ces 3 petits points, c'est de vous tenir en haleine, pour que vous patientez le temps que le message s'affiche. Et quand le message s'est affiché, un petit check apparaît en dessous, pour indiquer à votre interlocuteur que vous avez vu le message, et pour que vous vous sentiez obligé d'y répondre. Tous ces éléments de design, de conception des programmes, ne doivent rien au hasard. Ils ont été pensés, conçus et mis en œuvre pour capter notre temps de cerveau disponible. Mais alors, peut-être me répondrez-vous, oui, mais après tout, capter l'attention d'un public et la rentabiliser, n'est-ce pas le modèle économique des médias en général? La phrase que je viens de prononcer sur le temps de cerveau disponible vous aura peut-être évoqué une célèbre citation d'un ancien PDG de TF1. Et de la même façon, on pourrait aussi bien revenir au XIXe siècle, à l'âge d'or de la presse, pour constater qu'à cette époque, les titres rivalisent de unes plus scandaleuses les unes que les autres pour attirer l'attention du chaland et se démarquer des concurrents dans les kiosques parisiens. Alors qu'est-ce qui change vraiment aujourd'hui avec les réseaux sociaux? Ce qui change, c'est que dans l'histoire des médias, ce sont toujours les contenus qui ont eu pour fonction de capter notre attention par leur sensationnalisme. Aujourd'hui, ce sont les architectures d'information, c'est le design des applications qui occupe cette fonction. Et donc, qui applique le sensationnalisme non pas au contenu, mais à la manière de les mettre en valeur, ces contenus. Très bien, mais peut-être me direz-vous, mais lorsque nous passons 1 heure sur TikTok ou sur Instagram, alors que nous nous étions jurés d'y faire une pause de 2 minutes, personne ne nous met un pistolet sur la tempe en nous disant « scroll, passe encore les vidéos, passe plus de temps ». Personne ne nous dit ça. Alors où est le problème? Le problème, il est que, à l'échelle des sociétés, ces mécanismes de captation de l'attention ont des effets toxiques sur le fonctionnement des démocraties. Par exemple, l'algorithme du fil d'actualité de Facebook va promouvoir les contenus qui génèrent le plus de colère, le plus d'indignation.
Parce que ce sont les émotions qui suscitent le plus de réactions de la part des usagers. L'exposition en continu à des vies parfaites sur Instagram crée à grande échelle des mécanismes de dépréciation collective et de sous-estimation de soi. Et les adolescents en sont les premières victimes. La cyberdépendance fait son entrée dans la nomenclature de l'Organisation mondiale de la santé, et nous continuons de culpabiliser, nous continuons de penser que si nous passons autant de temps à utiliser ces applications, c'est parce que nous ne savons pas nous maîtriser. Alors que le problème, il est collectif, il est même politique. J'ai bien plombé l'ambiance là. Avant de terminer, ou plutôt avant que l'on reparte sur nos écrans, je voudrais terminer avec une petite note d'espoir. Car sur le front de l'économie de l'attention, les choses bougent. Les pouvoirs publics se saisissent de ce dossier. En Europe, entrera bientôt en vigueur le Digital Services Act, le nouveau cadre réglementaire européen qui vise justement à imposer des nouvelles normes aux plateformes de réseaux sociaux. Il vise entre autres à interdire ce qu'on appelle les dark patterns, les interfaces trompeuses et manipulatrices, et il vise aussi à interdire le marketing ciblé à destination des adolescents. Le monde de la publicité se mobilise, les annonceurs font pression sur les plateformes pour qu'elles contrôlent davantage la toxicité des contenus qu'elles hébergent. La société civile n'est pas en reste, les usagers menacent de quitter les principales plateformes et de migrer vers de nouveaux services. On l'a bien vu cette année avec le rachat de Twitter par Elon Musk. Et même le monde de la tech est mobilisé en proposant des alternatives aux grandes plateformes, des alternatives qui reposent sur un principe de design éthique, respectueux de l'attention des usagers et de leurs données personnelles. Alors, dans ce contexte, à quoi ressembleront les réseaux sociaux de demain ? Il ne fait aucun doute que nous continuerons à utiliser des applications, des outils, des logiciels qui nous permettent de nous exprimer, de débattre, de partager des contenus. Les réseaux sociaux ont permis d'ouvrir le débat public à de nouvelles voies. Ils ont permis de faire connaître de nouvelles idées. Ils ont permis aux citoyens de se connecter et de s'auto-organiser. Et il ne fait aucun doute qu'on ne reviendra pas en arrière. Simplement, ces réseaux sociaux fonctionneront peut-être sur des principes différents. Ils reposeront peut-être sur un design éthique dans lequel les participants peuvent reprendre un peu de contrôle sur la manière dont les algorithmes leur diffusent des informations. Peut-être pourront-ils paramétrer ces algorithmes. Peut-être verrons-nous, dans les années à venir, émerger des réseaux sociaux publics, comme nous avons aujourd'hui des chaînes de télévision publiques ou des stations de radio publiques. Ces réseaux sociaux publics seront à but non lucratif. Ils pourront être détenus par des associations ou par des organismes de recherche. Comme pour les chaînes de télévision publiques et les stations de radio publiques, les conditions de leur indépendance par rapport à l'État seront garanties par la loi. Leur gouvernance sera participative et les usagers pourront participer à décider des règles de publication et à leur mise en application. Leur design sera transparent, leurs algorithmes seront auditables afin que nous puissions savoir quel type d'usager voit quel type de contenu et pourquoi. Alors, est-ce que c'est idéaliste que de penser ça ? Dans un article devenu célèbre, la chercheuse américaine Zineb Tufekci compare l'industrie de la tech aujourd'hui avec l'industrie de l'automobile au début du XXe siècle. Google a 25 ans, Facebook fêtera ses 20 ans l'année prochaine, Twitter vient de souffler ses 15 bougies, et à ce moment-là de l'histoire de l'industrie automobile, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait pas d'airbag dans les voitures, il n'y avait pas de ralentisseur sur les routes. Ce ne sont pas les industriels qui ont décidé d'inventer le code de la route. C'est la société
et ses représentants qui ont décidé d'inventer de nouvelles règles du jeu pour se protéger. Le numérique nous plonge dans une forme de présent permanent. Mais si nous faisons un pas de côté et que nous regardons l'histoire des technologies, nous comprendrons bien vite que si les technologies ne sont pas neutres, elles ne sont pas non plus immuables. Nous pouvons les déconstruire pour les réinventer. Merci de votre attention. Merci. Merci.